suis heureux effectivement de continuer nos échanges et d'appeler sur scène Alexandra Ferré, qui est directrice RSE Impact du groupe Yves Rocher. On peut l'applaudir. Salut Alexandra. Salut. Très heureux. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. L'idée, c'était effectivement, pour démarrer, que tu présentes un petit peu ton rôle au sein du groupe Yves Rocher, et puis évidemment les grands chantiers qui t'occupent actuellement. Je t'en prie. Du coup, je suis la directrice RSE et Impact pour la marque Yves Rocher. Mon rôle, du coup, c'est de définir et de piloter la feuille de route de transformation Horizon 2030 sur les questions de résilience environnementale et sociale. Et j'ai 3 grands chantiers qui m'occupent à 120%. C'est déjà la transformation de l'offre, donc les produits et services avec un plus faible impact environnemental. La transformation de toute la chaîne de valeur, donc de nos ingrédients, l'industrie, la distribution, pour réduire les externalités négatives et chercher des impacts positifs. Et le 3e, c'est la question de l'action collective autour de notre mission. Comment est-ce que demain on fédère les collaborateurs, mais aussi les citoyens, autour de la préservation et de la revégétalisation. Alors, vous évoquez, et puis vous êtes très très présent évidemment avec toutes les boutiques, d'accompagner les clients dans la consommation responsable. Qu'est-ce que ça signifie et comment on travaille, on développe cette conversation vraiment avec ses clients fidèles en fait? Alors, à mon sens, la consommation responsable, c'est l'étape 2 de l'éco-conception. On dit souvent en interne qu'on peut avoir le meilleur produit éco-conçu. S'il ne se vend pas, l'impact est nul. Donc vraiment, la question de la consommation responsable, elle est clé dans la conduite de la feuille de route d'éco-conception. Et quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, 85% des Français disent qu'ils sont prêts à consommer de manière plus responsable, mais 60% ne le font pas parce que c'est trop difficile. Donc on a vraiment été questionner ce baromètre-là, qui est d'ailleurs le baromètre de Citeo, je pourrais vous donner les références, pour se dire quels sont les freins principaux à la consommation responsable et du coup quel est le contrat de base qu'une entreprise doit remplir pour aider les consos à consommer mieux. C'est vrai qu'on évoque souvent le sujet de la désirabilité de l'offre du coup éco-conçu. Il y a aussi le prix qui a été aussi abordé ce matin. Qu'est-ce que tu as comme autre levier que vous avez identifié qui pourrait permettre justement d'accélérer du coup le fait que les consommateurs basculent dans cette consommation responsable? Je pense qu'effectivement la désirabilité elle est clé, mais du coup aussi l'usage, le bénéfice conso, il ne peut pas être moins bien qu'un produit classique et il faut le survisibiliser. Nous on a eu le cas par exemple avec, ça va paraître très prosaïque, très proche du terrain, mais c'est très concret, avec le cas des shampoings solides. Ça demande un changement de gestuelle, un changement d'habitude et donc on a accompagné ce produit pendant toute la première année avec une campagne commerciale dédiée. On a refait nos magasins pour leur donner une visibilité et ça a marché puisqu'on a converti 500 000 personnes au shampoing solide et on est devenu les numéros 1 en France en 20 ans. Félicitations. Merci. Pas moi directement, mais merci. Donc ça, c'est des pistes effectivement intéressantes. On le voit bien, il faut accompagner le consommateur dans des nouveaux gestes du quotidien et donc c'est un très bon cas. Et l'idée, c'est effectivement comment accompagner le consommateur. Tu as évoqué du coup des campagnes et autres, mais qu'est-ce que vous avez aussi comme réflexion pour aller plus loin? J'imagine que vous avez une belle feuille de route pour l'année prochaine. Et c'est quoi un peu les pistes de réflexion actuellement que vous avez? Un des autres enjeux qu'on avait identifié dans le contrat de base de la consommation responsable, c'était aussi l'accès à l'information. Pareil, quand on regarde un peu les chiffres, 82% des consos français sont favorables à la réinstauration d'un score environnemental et social sur les produits avant la loi. Donc ça, typiquement, nous, on l'a pris en compte et on a travaillé avec 1000 marques en coalition pour créer le Green Impact Index. C'est globalement le Nutri-Score de la beauté qui évalue 55 critères environnementaux et sociaux sur tout le cycle de vie et donne une note aux produits de A à E. Donc là, maintenant, on a une feuille de route pour le déployer et on voit que c'est très bien reçu par les consos parce que ça leur donne à minima une indication dans un champ qui est de plus en plus complexe pour savoir quel est le bon choix de consommation responsable. Alors, ce qui est intéressant dans tes propos, c'est effectivement, il y a eu l'occasion pour certains de rejoindre des labels déjà existants. Et là, vous êtes dans une démarche plus de filière, de vous unir et définir un standard commun qui fait que tout le monde pourrait se projeter dedans. Nous, en tant qu'analystes, on observe que c'est un mouvement de masse, le fait que des filières se rapprochent pour proposer vraiment un standard, quelque part. Et on est en train de regarder, effectivement, avec la CSRD, est-ce que ça va justement accélérer par filière ce type de rapprochement pour avoir des scores qui sont à la fois validés par les filières métiers et qui sont en même temps compréhensibles par les consommateurs?
Totalement. Et pour te rejoindre sur le point de la filière, c'est effectivement la filière globale qui bouge. Nous, on pense pas chez Yves Rocher qu'on a le pouvoir de faire bouger l'industrie cosmétique seul. Au contraire, il faut qu'on y aille avec le plus grand nombre de marques pour que ce soit un mouvement de société un peu plus global. Et on a le cas aussi avec un exemple très concret de transformation de produits. On a lancé avec Circulaire et Citeo une coalition pour remettre la consigne à l'ordre du jour. Donc la consigne cosmétique sur le périmètre français. Et ça, pareil, c'est un projet qu'on peut pas faire seul parce qu'il faut des effets de masse, il faut des effets de volume pour que l'analyse de cycle de vie soit bonne. Donc on mise vraiment pour le futur sur les coalitions, à la fois pour l'innovation et la compréhension des standards par les consos. On l'a évoqué dans la matinée, effectivement, accompagner les talents. Vous avez une culture très forte. J'ai eu l'occasion de me rendre en Bretagne, visiter votre siège et puis voir toutes ces cultures et cette préservation d'espèces très rares, végétales. C'est assez impressionnant. Donc ça fait partie de votre ADN, mais justement, l'interne, forcément, est déjà impliqué, mais comment on va plus loin et comment on essaye de à la fois partager la roadmap que tu viens d'évoquer, leur montrer les prochaines étapes pour à la fois les garder impliqués et puis récupérer des idées et co-construire ensemble en interne cette fois-ci. Qu'est-ce que tu pourrais partager comme insight ? Ça, je l'évoquais, ça fait un peu un lien avec la table ronde précédente. On a en troisième grand pilier de stratégie RSE l'action collective des collaborateurs, mais aussi demain les citoyens, et donc ils sont ralliés autour de notre stratégie RSE. On le fait à travers un programme interne qu'on appelle de la formation à l'action, où on a la formation à la stratégie RSE qui est en vérité une formation à l'histoire de la marque et à notre projection, à notre feuille de route future. On le fait aussi avec la Fondation Yves Rocher. Donc là, on a mis 100% de nos collaborateurs les mains dans la terre autour de notre mission avec notre partenaire, la Fondation Yves Rocher. Et on veut continuer à le construire avec notamment les consommateurs. Pour nous, c'est un levier très important de sortir de la relation marchande, parce que certes, les clients viennent acheter un produit et viennent pour une proposition de valeur, mais on pense que les entreprises, elles ont un rôle de sortir, faire un petit pas de côté de cette relation marchande pour transformer les clients en éco-citoyens. Et ça, on le fait aussi avec la Fondation Yves Rocher, du coup, avec une semaine de la Fondation en boutique, en les invitant aussi, notamment, à les planter sur le terrain, avec le Fonds pour l'arbre, qui a lancé une grande initiative, je vous invite à la regarder. Et demain, on aimerait bien avoir un impact démultiplié, aller chercher 1 million de consos qui agissent avec nous. Pour conclure, du coup, sur le champ du possible, puisque vous avez une empreinte mondiale importante, est-ce qu'il y a des pays qui sont un peu pilotes ? Est-ce que tu pourrais nous partager, sans faire un podium des bons et des mauvais, ceux avec qui il y a vraiment une appétence, qui veulent avancer et accélérer avec vous directement, et ceux que vous accompagnez aussi, parce qu'ils ont besoin de plus d'accompagnement ? C'est vrai que le niveau est assez hétérogène. Je dirais que le pays qui est le plus en avance, et c'est aussi le pays historique d'Yves Rocher, c'est la France, bien sûr, et c'est là où on a le plus de consommateurs et de consommatrices. Et ensuite, on a quelques autres pays qui commencent à arriver à un niveau de maturité. Par exemple, la Turquie. On voit que c'était pas du tout une préoccupation des consos. Aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. Et on en a d'autres sur lesquels on mise, parce que c'est une stratégie à la fois de développement. Par exemple, l'Asie, où on se dit, les problématiques vont aussi accélérer, donc il faut qu'on arrive avec une offre responsable, même si le niveau de maturité y est pas encore. Très bien. Pour conclure, quel message tu aurais dans la salle pour ceux qui veulent justement faire de cette année 2024 une année d'accélération ? Les chantiers sont vastes. L'angle un peu de départ ou d'accélération que tu voudrais privilégier par rapport au contexte actuel, on est beaucoup, dans la frugalité, c'est-à-dire un peu moins de moyens, il faut de l'efficacité, il faut de la simplicité. Quels conseils tu pourrais donner en conclusion ? Nous, ce qui a été déterminant, c'est vraiment de fixer des objectifs business sur cette offre responsable. Parce qu'on peut faire énormément de transformation RSE si elle reste en marge et qu'elle s'attaque pas au cœur du business model, de la proposition de valeur, elle va pas rentrer dans les mindsets des équipes. Donc je conseillerais de fixer des objectifs financiers, des objectifs de chiffre d'affaires, de volume vendu pour votre offre de consommation responsable. Alexandra, merci beaucoup. Merci.